Donc, bonsoir et bienvenue au Centre de thérapie intégrative et nouvelles technologies. Pour au cœur des conférences mensuelles, c'est la dernière ce soir du cycle 2020-2021. On vous réserve des mystères et des surprises pour le prochain cycle à partir de septembre prochain. Donc, ce soir, nous avons l'honneur de recevoir pour la deuxième fois le docteur Maximilien Bachelard, qui va nous parler de son dernier nouveau livre, Révéler la créativité des équipes éducatives avec l'approche systémique. Voilà, donc du coup, on est très honorés et je vous laisse avec Maximilien. Bonne soirée. Alors, bonsoir à tous. On va mettre un petit peu en fait. C'est ça? Exactement. Parfait. Voilà. Alors, bonjour à tous. Normalement, vous avez le PowerPoint qui est visible. Alors, pardon, je Ouais. suis pas réveillée aujourd'hui, je crois. C'est pas grave. Moi non plus. Voilà, on va pouvoir le partager comme ça. Voilà. Vous verrez en direct. Il suffit de mettre en plein écran, et c'est bon. Parfait. Comme ça, moi, je vois que je ne suis pas cadré. C'est comme d'habitude, j'ai une tête de trop. Donc, tout le monde m'entend, c'est parti. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis docteur en psychologie, psychothérapeute. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un ouvrage qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, ça va faire à peu près un mois, qui me semblait manquer un peu dans la littérature. L'objectif de cet ouvrage, il était de pouvoir présenter à peu près à qui travaille en protection de l'enfance une façon a priori assez nouvelle de travailler, mais qui n'est pas si nouvelle que ça, qui est l'approche systémique. L'objectif, c'était d'être compris aussi bien par des psychologues que par des magistrats, que par des avocats, et notamment d'avoir une avocate que j'ai rencontrée au barreau de Melun il y a quelques semaines, qui fait partie des spectatrices et à qui j'ai pu exposer un petit peu cette approche. Mon objectif était d'avoir un discours assez clair. Pour ceux qui ont lu mon premier ouvrage qui parle de psychothérapie, là on est sur un bouquin qui est très pragmatique, qui part de cas, qui part de réalité. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu du fonctionnement du système de protection de l'enfance pour terminer un petit peu sur quelques éléments de l'approche systémique. Alors rapidement, je suis le fondateur de l'Institut du Comment également. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il va y avoir 2 formations pour la protection de l'enfance qui vont être assurées. La première, elle va porter sur l'accueil en protection de l'enfance. Elle va se faire au mois d'octobre avec une collègue qui s'appelle Véronique Roux. Elle va parler aussi bien aux psychologues qu'aux travailleurs sociaux. Et puis, début 2022, une formation qui est aussi, un petit peu comme aujourd'hui, cette fois aussi en présentiel et en visio, sera assurée par Madame Audrey Madi et qui portera sur les écrits professionnels pour les travailleurs sociaux, puisque dans certains établissements, on sait que les travailleurs sociaux n'écrivent pas forcément, peuvent avoir un blocage et que finalement, écrire, c'est aussi être amené à penser, à réfléchir autour d'une situation. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais essayer déjà de ne pas me mettre à dos tout le monde, je vais décrire des réalités que la protection de l'enfance connaît malheureusement. Protection de l'enfance, c'est un système qui a évidemment pour objectif d'amener les situations compliquées auprès des enfants et des familles à s'améliorer, mais qui est en même temps rempli d'une certaine complexité qui est peut-être un peu franco-française. Et je vais parler un petit peu de ces différents éléments. Pour commencer, la protection de l'enfance en France, elle donne souvent au premier abord une image positive. On est possiblement dans le don de soins, dans l'aide aux nécessiteux, dans les différents plans gouvernementaux qui, à chaque fois, nous font entendre que les choses vont aller beaucoup mieux. Et encore actuellement, depuis quelques jours, on est reparti sur l'idée de redéfinir. Et il est vrai que quand on lit les premiers appels des professionnels, on se dit, bah, évidemment, il suffira de changer telle et telle chose qui ne tient pas du tout la route. Et en même temps, la protection de l'enfance véhicule perpétuellement une image traumatisante en France auprès du grand public. Une fois par an à peu près, on a un documentaire choc qui va foudroyer la France, qui passe la plupart du temps sur M6, qui met mal à l'aise tout le monde, les travailleurs sociaux se cachant, les psychologues étant mal à l'aise, les directeurs d'établissement étant criblés d'appels par les journalistes afin de pouvoir expliquer comment ça se passe chez eux. Il faut savoir aussi, phénomène qui va commencer à bousculer et embarrasser beaucoup la France,
il y a deux phénomènes qui arrivent. Les associations de parents se montent et prennent de l'ampleur. Et il faut savoir qu'en France, les parents n'ont jamais eu trop de place, malheureusement, au sein de ces dispositifs-là. Et les parents poussent de plus en plus en s'organisant. Et un deuxième mouvement qui est un peu plus compliqué et dont j'ai encore entendu parler la semaine dernière, c'est les appels à l'aide de parents qui prennent des situations uniquement de leur point de vue et qui font appel à des idées qui sont peut-être un peu complotistes par moment. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la protection de l'enfance va être mise en difficulté et je pense qu'elle devrait être amenée à se modifier avec le temps pour éviter ce genre de difficultés, de laver son linge sale en public, on va dire. Alors, et il y a des réalités, et je vais rapidement passer là-dessus, parce que je vais vous donner une actualité chaude du moment. Il y a des lieux où on ne fait pas d'informations préoccupantes. Ce qui, quand on travaille en protection de l'enfance, est assez alertant, assez intriguant, puisque une information préoccupante, c'est simplement relever qu'il y a eu des faits ou des paroles d'un enfant qui méritent d'être relevés et qui méritent d'avoir comment dire, une forme d'évaluation par une équipe. Et on peut parfois rencontrer un foyer, on peut rencontrer un CMP où il n'y a pas eu d'IP pendant 5 à 10 ans, par exemple. À croire que finalement, ce public-là ne montre jamais de difficultés particulières, et donc ça interroge. J'ai pris un exemple, 20 mai 2021, donc c'était il y a quelques jours, grève des familles d'accueil qui porte sur les salaires et les jours de congé, l'ASE de Loire-Atlantique est en grève, et je vous donne quelques éléments qu'on retrouve facilement dans les journaux. C'est un peu malheureux, ça fera sourire et en même temps ça dérangera certains, mais la protection de l'enfance sur Google Actualité, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que toutes les semaines, vous avez de nouveaux problèmes. Donc, épuisement, burn-out, 909 enfants en danger sans éducateur en Seine-Saint-Denis. On a les familles d'accueil en grève. On a le manque de personnel dans le Cher. On a le problème de l'hébergement en hôtel des enfants placés, les reportages qui mettent en difficulté, le rapport IGAS qui explique que finalement, il y a environ 10 000 jeunes qui seraient plus ou moins, selon l'article en tout cas, abandonnés dans des hôtels. Donc, on est dans une difficulté perpétuelle et bon courage à celui qui voudra tout reprendre, puisque finalement, on a tendance à rajouter des mesures sur des mesures. Là, vous voyez, 11 juin, donc c'était il y a quelques jours, dans l'Hérault, les services de l'aide sociale à l'enfance également commencent à se manifester. Et c'est perpétuel, j'ai l'impression qu'il y a toujours un département qui prend le relais. Alors, je vais noter quelques soucis qu'on peut retrouver dans la protection de l'enfance au niveau individuel et au niveau collectif. Au niveau individuel, pour moi, il est important, quand on est face à un professionnel, de savoir jusqu'où il peut malheureusement entretenir une forme de déni par rapport à des réalités. Donc, il y a des professionnels qui ne vont pas pouvoir entendre un seul instant qu'il puisse y avoir une hypothèse de maltraitance auprès de parents ou dans une famille. Où en est également le professionnel sur sa volonté de justice, puisque le professionnel, malheureusement, parfois, à vouloir rendre justice à la place de la justice, peut se mettre à avoir des attitudes inadaptées, contacter telle personne, ne pas en contacter l'autre, faire tel type d'entretien, chercher à se confirmer telle ou telle hypothèse. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte. Il y a aussi un élément aussi à rappeler, c'est qu'à partir de quand le personnel se tait pour faire place aux professionnels. Donc, il est difficile dans ce métier-là de se départir facilement de ses préjugés. Et en protection de l'enfance, quand on reçoit une famille qui a été rencontrée par différents services, on a souvent des dossiers, des notes, plusieurs années de dossiers, plusieurs années de notes. Et on a une image qui est déjà préformée. Et le boulot du travailleur social est de réussir à jouer un petit peu avec ces trucs-là, puisqu'on a tendance à faire l'entonnoir d'une certaine manière et à ne plus aller vérifier des informations qui sont à vérifier et qui sont peut-être plus valables depuis 10 ans. J'ai marqué l'enfer, c'est les autres. On peut par exemple interpréter facilement des attitudes parentales comme signe d'une incapacité éducative, alors que ça n'est pas forcément le cas. Ce que je suis en train de dire et je suis en train d'ouvrir sur la discussion par la suite, c'est qu'on ne peut pas présager d'un comportement et l'interpréter si à un moment donné, on n'a pas rencontré les gens, si on n'a pas un minimum d'éléments sur l'histoire. Mais le système de protection de l'enfance ne nous amène pas forcément à faire ça. Il fait un peu chaud, on est à Paris. En même temps, en se plaçant du côté des parents, on peut parfois comprendre leur réaction parce qu'on en oublie souvent que les parents ne connaissent pas le système de protection de l'enfance
ne savent pas comment fonctionnent les mesures, n'ont pas toujours l'information. Si vous ajoutez un biais culturel, on ne comprend pas pourquoi tel monsieur ou telle dame devient agressif. En même temps, s'ils n'ont pas compris, s'ils n'ont pas les tenants aboutissants, on va avoir du mal à faire travailler finalement une famille. Une des difficultés qui est franco-française dans la protection de l'enfance, malheureusement, et moi je le constate, puisque je suis amené à faire des supervisions dans beaucoup d'équipes, c'est qu'on est souvent amené à devenir des spécialistes, à détecter les différentes problématiques et dysfonctions chez un jeune ou dans une famille. Et ça fait partie du boulot de la protection de l'enfance, de vouloir prendre une photo qu'on essaierait d'avoir la plus objective possible, notamment en termes de danger, mais en même temps, et c'est là le gros problème dans notre système, en même temps, on est là pour accompagner ces familles, chose qu'on oublie assez souvent. Donc, on a des services qui font des IP, d'autres qui font une évaluation en faveur ou défaveur d'une partie de la famille, et puis on se passe le relais et se pose la question de quand est-ce qu'on les accompagne, quand est-ce qu'on les amène à se transformer, quand est-ce qu'on les amène faire une thérapie familiale, quand est-ce qu'on est amené à rencontrer la famille au complet, quand est-ce qu'on est amené à rencontrer le couple parental. Cette dimension est parfois chantée. Et je vais vous dire, il est toujours compliqué d'accompagner les gens quand malheureusement on a participé à leur stigmatisation qui est en même temps demandée à travers l'évaluation. Au niveau collectif, dans les différents soucis qu'on peut avoir dans la protection de l'enfance, il y a le fameux, et ça revient assez souvent, qui fait quoi? Donc vous avez un département, vous avez un juge, vous avez un inspecteur, vous avez une MEX, vous avez une EMO, il y a 2 ans vous avez une IME, donc on est amené à voir en satellite beaucoup de partenaires, beaucoup d'intervenants. Qui fait quoi pose un gros souci. Il y a une répartition des pouvoirs entre l'aide sociale à l'enfance et les opérateurs qui est complexe et qui varie, même à l'intérieur d'un département. Intervenant dans différents départements de Seine-et-Marne, je me rends compte que finalement, certaines MEX fonctionnent d'une certaine manière, pensent qu'il faut fonctionner comme ça, alors que d'autres MEX ne fonctionnent pas du tout de cette manière-là. Donc là, ça pose un souci. Il y a des départements où on ne discute pas avec les MEX. Il y a des MEX qui ne veulent pas discuter avec le département. Il y a des départements où on envoie directement l'opérateur d'une MEX, par exemple, ou en AEMO, va envoyer directement son rapport au juge. Il y a des endroits où l'aide sociale à l'enfance bloque ces rapports et le juge ne veut pas les lire. Donc, on est dans une cacophonie où à chaque fois, pour ma part, et toujours dans le même département où je travaille, je suis amené à découvrir pour la première fois quelles sont les règles dans cet établissement et pourquoi on en est arrivé là. Plus il y a de responsables dans une chaîne, plus elle devient fragile. Qui renouvelle une carte d'identité, on ne sait plus. Qui signe une autorisation de sortie, on ne sait plus. Qui peut communiquer son rapport au juge, on ne sait plus. On nous a dit qu'il ne fallait pas le faire. Parfois, les services ne s'autorisent pas à le faire alors qu'elles pourraient le faire. Parfois, elles le font et elles se font taper sur les doigts. On en oublie même parfois l'autorité parentale, notamment sur l'actualité, est-ce qu'on vaccine les enfants ou pas? Eh ben, la question elle a été chantée dans différents départements. On laisse parfois les familles d'accueil dire ce qu'elles ne sont pas censées dire. Ça renvoie à la question des places et des secrets. Alors, exemple typique, une famille d'accueil est au courant qu'il va y avoir une plainte qui va être déposée contre le papa d'un enfant qui est accueilli dans une famille d'accueil. Et puis, la maman de l'assistante familiale est au courant et on lui dit, on vous tient au secret, il fallait qu'on vous le dise, et puis on va bientôt en parler aux jeunes la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, on ne le fait pas, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a des gens qui sont partis en vacances, parce qu'on n'a pas fait de réunion. Et puis ça dure. La semaine d'après devient 2 mois plus tard. Parce que la famille d'accueil accueille le jeune, et puis le jeune n'est pas bête, il a compris quelque chose qui n'allait pas, il a entendu des bruits de couloir, il commence à aller pas bien du tout. Et chose normale, quand on vit avec quelqu'un, à un moment donné, on peut être amené à lui donner l'information, parce qu'on se dit le pauvre, il n'est pas au courant, il va aller voir son père, mais il n'a pas le droit, ou c'est risqué. Donc moi, je prends le risque de lui dire. Et là, vous voyez que la chaîne est en train de se bousculer, et on en arrive parfois à malmener la famille d'accueil en disant mais pourquoi vous avez balancé ça? Tout simplement parce que la famille d'accueil était dans un et que
l'organisation dans différentes instances rend la cohérence et la mise en place des stratégies plus difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que plus il y a d'acteurs désordonnés et sans pensée, plus on va rejouer les problématiques familiales. Donc, c'est pour ça que je suis souvent amené à proposer aux équipes que je supervise de forcer une rencontre, qu'elles le veuillent ou non, avec le département, parce que si le département a une idée et part dans une direction, et que le service qui accueille l'enfant du lundi au dimanche part dans une autre direction, on est dans un truc complètement dingue. Il y a aussi la question du partage d'informations, puisque si une MEX est au courant d'un événement grave et que la note n'a pas été faite et que le département n'a pas l'information, forcément, on est amené à faire des choses complètement incohérentes. Un autre exemple typique qu'on retrouve très souvent, le juge a accordé des droits de visite et d'hébergement. Donc l'équipe me dit, on va donc faire des droits de visite et d'hébergement. Et puis on me dit, bah, ça fait 3 mois que c'est appliqué. Et moi de dire, est-ce que vous avez rencontré la famille, est-ce que vous êtes allé voir le lieu? Bah non, on n'a pas eu le temps. Et puis c'est à l'ASE de le faire. Et quand vous appelez l'ASE dit, c'est pas à nous de le faire. Et puis finalement, 3 mois après, on se rend compte que l'enfant vit par terre dans une caravane depuis 3 mois. C'est de la faute de personne en fait. Et c'est ça qui devient problématique et ridicule. C'est que parfois, plus on est nombreux, moins on est amené à se dire qui fait quoi, et plus on se retrouve avec des catastrophes incroyables, avec un juge qui est mal à l'aise, avec une MEX qui est mal à l'aise, avec le département qui est mal à l'aise, et avec le gosse qui n'a pas voulu non plus rompre les liens avec son père, qui l'a protégé, qui veut quand même le voir. Et donc, on est tous d'une certaine manière un peu responsables de quelque chose sans vraiment l'être. Il y a également des évaluations imprécises des équipes qui parfois ne se sentent que sous-traitants de l'aide sociale à l'enfance. Donc on dit, nous on est là pour accueillir un jeune. On n'a pas eu le choix. Alors ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais on n'a pas eu le choix. On nous a dit qu'il fallait le prendre. On nous a dit qu'il fallait qu'il y ait des places qui soient pourvues dans la MEX. On n'a pas été là lors de l'évaluation. Et puis de toute façon, on nous a dit qu'on n'avait pas le choix parce que sinon le département ne nous financerait plus. Donc quelque chose qui est possiblement de l'ordre de la réalité, c'est sûr, mais il y a quelque chose aussi à relativiser. Au niveau collectif, il y a également un manque d'écrit. Écrire, c'est apprendre à voir, et voir, ça permet d'apprendre à écrire. La loi implique également de rencontrer les familles. Et ça, parfois, quand je le dis en supervision, on est étonné. La loi implique ça. Alors, évidemment, vous qui m'écoutez, peut-être que dans votre service, vous avez cette habitude. Mais la majorité du temps, ce n'est pas le cas. Et ça ne va même pas sous le sens. Et pour tout vous dire, il y a des endroits où on ne rencontre jamais les familles. Jamais. En pratique, donc on le fait peu, et on peut être amené implicitement à se substituer à la fonction parentale, en fait. En oublier que finalement, et ça parfois ça choque quand je le dis, selon moi, l'objectif de la protection de l'enfance, évidemment, au premier recours, est de protéger, mais ensuite est le retour en famille, sauf impossibilité constatée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement évaluer au doigt mouillé, il faut pouvoir dire on a mis en place telle et telle chose, il s'est passé ça, 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 ça et ça, on a essayé encore telle autre stratégie, et donc on en conclut que ça n'est pas possible. Sinon, si on n'a pas cet objectif en tête de possible retour à la maison, l'objectif, il va devenir la chronicisation. Et c'est bien la difficulté la plus importante en protection de l'enfance. Où les jeunes ou les familles font souvent la possibilité d'un retour. Parfois, on est amené à généraliser. Donc, on se dit, les parents sont alcooliques, donc c'est normal que l'enfant soit placé, mais en même temps, tous les enfants d'alcooliques n'ont pas à être placés en protection de l'enfance. Donc ça, c'est un biais cognitif important. On a aussi un manque d'éléments. On a un enfant qui se dit victime d'abus parental, par exemple un abus sexuel, et puis c'est classé sans suite par la justice. Qu'est-ce qui se dit par la suite? Faute d'éléments à évaluer, on va renvoyer l'enfant chez lui. Donc, ça prouve bien que d'une certaine manière, la protection de l'enfance ne peut pas simplement se caler sur les résultats de la justice et qu'elle a quelque chose à proposer d'autre. On a aussi d'autres difficultés. L'idéologie prime parfois sur la réalité. Ne jamais séparer les familles, par exemple.
Alors, c'est quelque chose que je dis souvent et je ne dis pas que ce qu'on fait au Québec, en Angleterre ou en Italie est parfait. Mais dans ces pays-là, on pense que certains parents ne peuvent pas assurer leur fonction parentale et qu'on garde l'option de possiblement proposer l'enfant, et pas dans 10 ans, mais dans les mois à venir, à une possible adoption. Comme en France, ce système n'existe pas, on a déjà une porte qui est fermée. Et on sait parfois, en tout cas moi je l'ai entendu dans mon expérience, que certains juges, par exemple, disent qu'il ne faut jamais séparer les familles. Et donc, je ne vais pas vous donner des exemples trop horribles, mais jusqu'où on peut aller en fait en ne séparant jamais les familles. Jusqu'où il faut pouvoir aller pour arrêter de laisser des enfants maltraités par leur mère. Et il est vrai que si on est pris par une idéologie, on vient bloquer quelque chose. Parfois, on est amené à faire de la protection de l'adulte, qui va menacer d'attenter à ses jours si on lui retire son enfant. Et là, assez souvent, il m'arrive en supervision de me dire, mais en fait, on parle plus de l'enfant, on a tous peur que madame saute par la fenêtre, ça fait 6 mois que finalement on n'avance pas, qu'on n'évalue rien, parce qu'on a tous peur et on est tous en train de protéger le parent. Et donc, on n'est plus dans de la protection de l'enfance. Au niveau collectif encore, vous avez les sorties sèches que vous devez connaître si vous êtes bien dans ce domaine-là. Le manque de communication dans le système judiciaire. Par exemple, où est-ce qu'on renvoie l'enfant après un placement? Vers le parent qui avait la garde principale. Il faut que les parents, en fait, demandent au JAF de statuer de nouveau. Et ça, par exemple, les équipes ne le savent pas forcément. De mon expérience aussi de superviseur, et moi, ça fait partie de mon boulot, et forcément, c'est plus simple puisque je ne vis pas avec les équipes et que je viens une fois par mois la plupart du temps, il y a un effet de tête dans le guidon qui est important. Donc, on a des dossiers, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans qu'on suit un jeune qui est dans la structure, et en fait, on se dit qu'un enfant est handicapé, mais en fait, il est clairement psychotique. Ou alors, il n'a pas de vêture, mais on ne s'en rend même plus compte. Ou alors, moi, je vais dire, est-ce que vous avez contacté le papa et la maman? Et là, on va me dire, bah non, en fait, on n'y a pas pensé, on a été pris dans l'urgence, dans l'emballement. Et c'est vrai que ça fait 1 an qu'on ne connaît toujours pas la famille, ni l'histoire. On a simplement les comptes rendus de l'ASE et on attend de faire une réunion. Donc, on est amené à ne plus voir ce qu'on ne fait plus au bout d'un moment. Il y a aussi la continuité de services non assurés. Les référents sont en vacances, c'est tout à fait normal en France qu'on ait des vacances, mais ça amène souvent à des dossiers en suspens. On a parfois plus de RTPE ou comme on appelle maintenant, c'est-à-dire les inspecteurs de l'ASE qui est nommé. Donc quand on n'a pas d'inspecteur d'ASE qui est nommé depuis 6 mois, eh ben, tout est bloqué, encore une fois. C'est pour ça que dans l'ouvrage et dans mes supervisions, je suis amené à voir souvent les chefs de service et à questionner les pratiques concrètes parce qu'on n'est pas simplement là pour phosphorer intellectuellement ensemble. Si à un moment donné, tout est bloqué et qu'on ne peut plus rien faire pour le jeune, qu'on ne peut plus faire signer aucun papier, là, on peut toujours me dire que l'équipe éducative est en souffrance. Moi, je m'en fiche complètement. Elle est en souffrance pour des raisons bien concrètes qu'il va falloir régler. Parce que superviseur, psy ou tout ce que vous voulez, ça ne compensera pas le fait que le jeune il est bloqué, il est empêché dans sa vie et qu'il va falloir concrètement faire bouger les choses. On a aussi parfois des informations essentielles qui ne sont pas partagées entre les services. Parfois, les informations les plus graveleuses sont connues de tout le département, si ce n'est pas la France entière, mais l'essentiel n'est pas dit. Donc, on a différents points de vue sur une situation sans recherche de synergie. Et ça, j'ai envie de dire, c'est complexe quand on a différents points de vue. C'est complexe, c'est embarrassant, mais il va bien falloir en sortir une synthèse parce que si finalement, à la table des négociations, entre guillemets, en tout cas, une réunion, je ne veux pas entendre ce que dit un service qui connaît le jeune depuis 6 mois et que moi, je pars dans une autre direction, en fait, on ne bosse plus ensemble. Et je suis souvent amené indirectement à répondre à une partie du désir de la famille et je vais me planter, en fait. Comme je vous disais, les rapports des opérateurs parfois qui ne sont pas transmis au juge. Donc ça arrive dans certains départements. Je ne sais pas si c'est lié au département, peut-être que c'est lié à un moment donné à un tribunal en particulier, aux pratiques de certains juges, j'en sais rien. Mais on a parfois, par exemple, une MEX qui a des informations cruciales et qui ne peuvent pas être connues du juge parce que le département ne veut pas transmettre l'information. Ça pourrait être l'inverse.
pour moi, la question, c'est pas de savoir qui est fautif et je m'en fiche complètement. Tout ce que je sais, c'est que dans l'objectif d'aider les jeunes ou la famille, on se demande pourquoi on est plusieurs et à un moment donné, certains nourrissent presque l'envie de monter leur propre service ou de ne plus faire partie d'une équipe parce que c'est à se demander pourquoi on est ensemble, puisque finalement, on ne fait rien de nos idées communes. Donc, un service peut recevoir une commande explicite ou implicite. Par exemple, la transmission d'une information importante que le jeune n'a pas et qui peut faire l'effet d'une bombe. C'est souvent une information qu'on ne veut pas lui annoncer. Alors, je ne sais pas, le papa va être incarcéré. Les questions qu'on doit se poser dans une équipe, en tout cas dans une institution, c'est est-ce que le service va le dire, parce qu'on lui a dit de le dire? Comment il va le dire? Quand est-ce qu'il va le dire? Avec qui? Quels sont les enjeux d'expliquer ça? Et est-ce à ce service d'acter la commande qui lui est faite? Parce que, évidemment, dans des champs comme la protection de l'enfance, où les choses sont un peu brûlantes, un peu compliquées, un peu embarrassantes, évidemment, les mauvaises nouvelles, on ne peut pas les annoncer. Et donc, le réflexe que peut avoir une équipe, c'est de se dire, nous, on a reçu un email, on nous dit de faire ça, on le fait. Et puis, on se retrouve parfois à annoncer des choses juste avant le départ en vacances, juste avant une visite chez les parents. Comme ça, la médiation termine en pugilat comme pas possible, parce que ça n'a pas été pensé. Il y a quelque chose à dire également sur les IP, la loi de 2008. La loi de 2008, par les informations préoccupantes, elle est en soi stigmatisante et elle accroît le sentiment de honte. Parfois, elle est bloquée avec le risque d'une catastrophe. Donc, il y a à certains endroits du système, pour différentes raisons, des informations préoccupantes qui ne sont pas transmises. Et ce qui fait que, malheureusement, le lendemain, vous apprenez dans les journaux qu'il y a une catastrophe parce qu'on n'a pas transmis l'information préoccupante que vous aviez sur une famille. À l'inverse, parfois, il y a un trop-plein d'informations préoccupantes qui ne servent plus du tout à rien. On n'avance pas avec ce truc-là, on est hyper stigmatisé et en même temps, on n'avance plus. Il faut savoir que l'information préoccupante, la plupart du temps, comme je l'entends, elle sert à se protéger d'une non-assistance à personne en danger. Les familles, avec ce système d'informations préoccupantes, sont amenées dans une double contrainte que je vais vous expliquer. Les familles n'ont pas le choix d'avoir le choix d'être aidées. Le travail il commence par une dénomination de leurs problèmes aux yeux de l'extérieur. Cette condition, elle crée un sentiment d'impuissance des familles et ça les éloigne de l'émergence d'une possible demande d'aide, ou tout au moins d'une activation de la famille en toute liberté auprès des professionnels. Quand on est dans l'information préoccupante, le juge pointe du doigt une famille et lui dit finalement, vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir envie qu'on vous aide. C'est comme si je vous demandais d'être spontané. Si vous êtes spontané, par définition, et que je vous l'ai demandé, vous n'êtes plus spontané. Donc, on est dans un double bind, comme on dit, dans un paradoxe dont on ne peut pas sortir. Hardy, qui est un travailleur social belge, nous dit que les personnes visées ont trois possibilités dans ce système-là. Soit elles refusent l'aide, elles se replient, soit elles acceptent l'aide en reconnaissant d'avoir un problème, soit elles jouent le jeu en acceptant officiellement et mimant une demande d'aide. Et ça, c'est très souvent ce qu'on retrouve dans ce genre de système, où on a l'impression d'avoir le signal d'une famille qu'elle est prête à travailler. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Une déferlante d'informations que je donne, qui sont peut-être des redites, mais qui sont importantes à donner. Je vais vous dire quelque chose qui est très à la mode, qui dérange d'année en année, le management financier, qui est une réalité. Si l'État demande du chiffre, le département réduit les enveloppes des établissements qui ne remplissent pas les objectifs. C'est comme ça, c'est normal, on ne peut pas avoir un puissant fonds financier. Mais en même temps, ça va malheureusement parfois amener les établissements à remplir des services, quitte à mettre les équipes en difficulté, quitte parfois à ce que ça ne remplisse pas la commande de ce qu'est censé faire l'équipe. Donc on se retrouve avec, entre guillemets, une population qu'on n'est pas amené à traiter. C'est comme si en psychiatrie, on vous mettait des dépressifs, avec des schizophrènes, avec des alcooliques, avec des enfants, avec des personnes âgées. Et on vous dit, c'est comme ça, il fallait bien remplir. Là, ça vous parle peut-être un peu plus, mais ça devient un peu le bordel parce qu'il y a un problème de génération, il y a un problème de pathologie, il y a un problème de beaucoup de choses.
Eh bien, c'est la même chose, malheureusement, en protection de l'enfance, puisqu'on fonctionne de plus en plus, finalement, à la question financière. Mais comme je le dis souvent, l'hospitalier et l'enfance, c'est deux gouffres à pognon qui permettent, par la suite, de pouvoir améliorer la société, mais ce n'est pas un investissement direct qui nous fait gagner de l'argent. On ne peut pas être dans une logique capitaliste. Quand on est amené à travailler avec une approche systémique, on essaye de passer de pourquoi ça ne va pas dans une famille à comment on pourra faire en sorte que ça avance. Et donc, ce qu'on comprend, pour un peu résumer ce que je viens de dire, le système qui est censé protéger ne le peut pas toujours. Il peut aller jusqu'à se questionner sur comment se rejoue la maltraitance. Pour ceux qui connaissent, vous voyez, ça donne un système assez complexe. Donc, vous avez l'enfant au milieu, la famille d'origine, les liens extrafamiliaux, la famille d'accueil qui est importante, le service mandaté, l'institution. Il y a un cadre administratif, il y a un cadre judiciaire, et tout ça, finalement, je crois que ce schéma-là, il devrait être à l'esprit à chaque fois des gens qui travaillent dans la protection de l'enfance en se disant qu'est-ce que pensent eux, qu'est-ce que pensent eux, qu'est-ce que pensent eux, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que si ce service-là rencontre le père et que nous, on n'y a même pas pensé, qu'on ne peut pas lui parler, peut-être que finalement, on est en train de creuser différents trous à différents endroits et que ça va faire un chantier qui participe à la chronicisation du problème. Il faut pouvoir, à un moment donné, réunir les forces, avoir quelque chose qui est cohérent. En poupée russe, les équipes sont dans une obligation de travail avec les partenaires du système. Si une équipe n'est pas satisfaite du partenariat avec le département, elle ne peut pas le refuser et elle ne peut pas rayer le département de la liste des collaborateurs, et inversement. Donc on est aussi, pour le professionnel comme pour la famille, dans une contrainte. On est amené à aider des familles qui n'ont rien demandé et à travailler avec un département avec qui on ne peut pas toujours travailler. Donc tout le monde est bloqué, tout le monde est pieds et poings liés. Tous les professionnels sont donc sous contrainte, mais ce cadre de travail peut devenir un atout et il doit être pris en compte dans chaque situation. Donc deux façons d'amener les choses. Vous n'avez pas le choix, et nous non plus, on n'a pas le choix à ce moment-là. On ne connaît pas le juge, il ne vous connaît pas, faisons connaissance, essayons de faire en sorte que vous n'ayez plus à nous revoir dans quelques mois. Donc là, vous voyez qu'on commence à être dans une optique non pas de listing des pathologies, des problèmes, des signes inquiétants, etc., mais on est déjà dans une optique de comment on va pouvoir faire pour que vous n'ayez plus à nous revoir. Qu'est-ce qui pose vraiment souci selon vous et comment on pourrait faire autrement? Il faut savoir également que les familles qui se présentent, la plupart du temps, elles sont assez penaudes. Quand elles sont agressives, c'est souvent soit par peur, soit parce qu'elles connaissent les services sociaux depuis des années. Et j'ai envie de dire, comme en supervision, le premier des boulots, c'est déjà de faire une synthèse sur tout ce qui a été fait, tout ce qui a été échoué, tout ce qu'on a répété et répété et répété, pour essayer d'une certaine manière d'arrêter un peu cette répétition. Pour pouvoir avancer, il faut avoir conscience des enjeux qui contraignent, oppressent, guident une équipe. Ben oui, parce que si une équipe n'a pas conscience finalement des automatismes dans lesquels elle est embarquée, elle ne va pas pouvoir interroger le destin d'une famille qui elle aussi est amenée a priori à foncer dans le mur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système? Un système, c'est un ensemble d'éléments qui sont directement ou indirectement reliés. On appartient tous à plusieurs systèmes. Système juridique, familial, éducatif, la protection de l'enfance est un système. Avoir une vision systémique, ça nous permet de sortir d'une logique causale linéaire. Une logique causale linéaire, c'est A amène B. Ça nous évite de sortir de l'envie de chercher un coupable de tout. Ça nous évite de psychologiser les problèmes, de les psychiatriser. Donc, un enfant est phobique social. Donc, c'est intéressant de se demander qu'est-ce qui se passe, au lieu de tout de suite faire cours à la maison et de lui donner un antidépresseur et un arrêt pour plus qu'il aille à l'école. Peut-être qu'il a peur d'être battu à l'école. Peut-être que sa mère est battue par son père, qu'il préfère rester à la maison pour pouvoir contrôler tout ça. Ce que je veux dire, c'est que quand on est dans une logique intra-individuelle à essayer de chercher qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de l'enfant en faisant fi de son contexte, de son environnement, on s'amuse à faire plein d'interprétations et ça fait psychologue qui tourne en rond et qui se mord la queue, tout simplement. Mais ça ne nous donne pas des possibilités de faire sortir le problème en fait du système qu'on observe.
un enfant ne veut pas parler de ce qui se passe à la maison. Est-ce qu'on insiste ou est-ce qu'on essaie de comprendre les enjeux de cette impossibilité de parler? C'est la même chose. Donc, dans l'approche systémique, on est dans une logique d'action qui tend vers une résolution plutôt qu'une stigmatisation. Les questions, c'est quelles conditions on devrait essayer de mettre en place qui répondent aux besoins du jeune ou de cette famille pour poursuivre une évolution favorable. Alors, cette phrase, elle est très sympathique, elle sonne bien, mais elle n'est pas mise en place, en fait, la plupart du temps. En protection de l'enfance, on va dire que les équipes, parfois, sont amenées à devenir des machines à diagnostic. Et je pense que c'est dans l'air du temps. Je pense que les psys font la même erreur. Quand ils rencontrent un patient, la plupart du temps, ils ne se demandent pas qu'est-ce qui va bien dans la vie du patient, qu'est-ce qu'il a réussi dans sa vie. Non, ils cherchent qu'est-ce qui ne va pas, quels sont ses problèmes, jusqu'où il déprime, combien de fois il a voulu sauter par la fenêtre. Sauf qu'à force d'activer à chaque fois tout ce qui est négatif, les gens vous font le constat. Et souvent, d'équipe en équipe, on se passe le dossier et on n'a jamais essayé de faire en sorte que ces gens-là soient dans un contexte, dans un nouveau décor qui leur permette peut-être de fonctionner autrement. Il y a des effets de stigmatisation importants. Quand quelqu'un rentre dans un supermarché, qu'on le regarde de travers et qu'on le suit à travers les rayons, il est plus facilement amené à voler quelque chose alors qu'il ne l'était pas au départ, en fait. Donc, le regard qu'a le professionnel sur la famille est extrêmement important. Il faut aussi partir du principe qu'on ne peut pas changer les gens et les familles, mais on peut se changer soi-même. Donc, quand on est dans une optique systémique, en protection de l'enfance, il faut déjà voir un petit peu comment on fonctionne, comment parfois on ne permet pas aux autres de pouvoir fonctionner. Donc, la mère ne se fait pas confiance, mais en même temps, on ne lui fait jamais confiance, on ne lui laisse jamais la possibilité d'être avec son gosse. D'ailleurs, si on pouvait la filmer chez elle à H24, on le ferait. Et en même temps, on la trouve un petit peu persécutée. Et elle nous regarde un petit peu de travers et elle ne veut pas nous faire confiance non plus. Et donc là, on tourne complètement en rond, en fait. On tourne complètement en rond parce que le travailleur social veut être amené à être rassuré et en même temps, il ne donne pas les moyens à l'autre de vivre une nouvelle expérience pour lui, pour son enfant, et peut-être de nous prouver qu'il peut réussir quelque chose. Plus on cède également à l'urgence et à la question de la protection, plus on investigue, interroge et vérifie, et moins on fait fonctionner la famille dans la résolution de son problème. Et ça, notamment, on peut le voir assez souvent dans les consultations familiales. Quand les familles viennent en consultation, voir des travailleurs sociaux, voir des psys, ils attendent et ils nous disent « aidez-nous, faites quelque chose ». Plus le professionnel est amené à réfléchir, à se gratter la tête et à essayer de trouver une solution miracle, plus la famille est dans une forme de passivité, attend, plus le professionnel est en panique, plus il balance des outils, des idées, plus il essaye de gigoter dans tous les sens, plus il va échouer, et plus ça va maintenir finalement une homéostasie de la famille, c'est-à-dire un équilibre où il ne bouge pas, où il ne tente rien. Donc, ce n'est pas si facile que ça d'amener les gens à travailler sur leurs problèmes, mais la première chose, la plupart du temps, c'est de ne pas essayer de résoudre celui des autres. Et c'est souvent ce que je dis aux travailleurs sociaux, ça fait 5 ou 10 ans que cette famille est dans la protection de l'enfance. A priori, vous n'avez pas trouvé une solution magique en 2 semaines. Donc, tout le boulot, il n'est pas de stigmatiser ou de chercher une solution, c'est de réussir à faire en sorte que les gens s'occupent un peu de leur situation, se racontent par rapport aux gens, s'activent, prennent des rendez-vous, se déplacent, vivent une expérience, se rencontrent, que eux fassent quelque chose, plutôt qu'on s'évertue à gigoter dans tous les sens. L'exemple typique, c'est le jeune qui ne veut pas faire son CV, et puis il ne veut pas chercher d'employeur. Donc, qu'est-ce que fait le travailleur social au bout d'un moment? Il devient dingue, il prend le stylo, il fait faire le CV par le jeune, il en sue après 4 heures de boulot, il prend le gosse, il le balance dans la voiture, il l'amène au stage. 2 jours après, le jeune a fugué, ou il n'arrive pas au stage. Parce qu'en fait, finalement, vous voyez bien la volonté du travailleur social qui est légitime, à vouloir aider absolument l'autre. Il se retrouve dans la même posture que le parent, à en devenir fou, à sauter par la fenêtre, alors que le jeune, il ne veut rien faire du tout. Toute la question, c'est comment je vais me mettre en route, plutôt que de se demander comment moi, je vais me mettre en route pour l'aider, en fait. À partir du moment où on a résolu cette question qui demande un petit peu de temps, après, j'ai envie de dire, on en a gagné pour de bon. Sinon, on passe tous son temps à porter les gens et à se les filer de service en service pendant des années. Qu'est-ce qu'ils veulent? Parfois, on ne demande même plus, en fait. On ne demande plus rien. Mais on se dit qu'on sait ce qui est bon pour eux et donc on va les amener à le faire. Et en même temps, il est difficile de miser sur les familles, et c'est là tout le paradoxe de ce système-là.
tout en protégeant l'enfant. Donc il y a un côté, je veux bien croire en vous, mais en même temps, moi je suis la protection de l'enfance. Donc si ça ne va pas, j'appuie sur le bouton et je le place. Donc on est quand même dans une fausse confiance. Transposer ça dans votre vie, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on ne peut pas faire confiance en quelqu'un qui nous dit qu'il n'y a pas de problème posé. Et d'ailleurs, désormais, un avocat, a priori, sera amené à être là pour chaque enfant afin de se défendre. C'est une bonne nouvelle, mais en même temps, ça pose une question, parce que vous êtes une famille, il y a un jeune qui aura a priori subi quelque chose, et puis il y a un avocat en plus qu'on rajoute du travailleur social pour le défendre par rapport à sa famille. Et donc, vous voulez activer une famille qui se sent encore plus acculée par le système judiciaire, avec un enfant de 8 ans qu'un avocat, avec le département, avec le service d'AVMO. Et moi, facilement, je vous dis, il faut travailler avec les familles. Et ça devient encore plus compliqué, en fait. Alors, je ne vous fais pas un résumé de tout le bouquin, je vous montre la catastrophe pour que vous ayez les réponses dans le livre. Je vais vous donner 5 étapes pour travailler de manière systémique. Je les décris, j'explique pas à pas dans le bouquin, j'ai essayé d'être le plus didactique possible. Le premier point, c'est d'admettre que nous voyons avec nos yeux, c'est-à-dire qu'on se réfère toujours à nos normes à nous. Ensuite, admettre que nous sommes dans le système. Ça veut dire quoi? Très simple. Quand une éducatrice me dit « mais moi, je suis neutre et objective, moi, je ne fais pas partie de ce bordel-là », ce n'est pas possible. On fait partie du système. Notre réponse, c'est une façon d'influencer. On fait partie du jeu d'une manière ou d'une autre. Quand un enfant nous dit quelque chose, quand on répond ou quand on ne répond pas, c'est une réponse. Si l'enfant a envie de nous dire que ça ne va pas trop à la maison et qu'on lui dit de nous expliquer ou finalement on saute sa question, c'est une façon de répondre. Donc on a toujours une place. On ne peut pas ne pas influencer en fait. Ça n'est pas possible. Le troisième point, c'est d'identifier le fonctionnement du système qui est face à nous. Donc on rencontre une famille, on voit les répétitions. Par exemple, madame, elle rencontre un homme et puis ça fait 3 fois qu'elle tombe enceinte de 3 hommes différents et c'est toujours au moment de la grossesse que ça se sépare. Ça ne veut pas dire que c'est de la faute de madame, ça ne veut pas dire que c'est de la faute de monsieur, mais ça veut dire qu'en tout cas, avant d'interpréter, on voit qu'il y a cette répétition perpétuelle. Il faut pouvoir comprendre les règles explicites. Qu'est-ce qu'on est censé faire dans un foyer? Et les règles implicites, comment ça fonctionne? Règles implicites de base, on sait que dans cette famille, c'est la mère qui dit officiellement qu'elle décide, mais c'est toujours le grand frère qui prend la place du père, tout le temps. Quand vous appelez, parfois vous reconnaissez pas la voix parce que c'est toujours le grand frère, et parfois même il se passait pour le papa, et c'est lui qui vient en réunion, et c'est lui qui répond, et c'est lui qui donne des ordres à ses petits frères et sœurs. Ça, c'est la règle implicite du système. Donc, chaque système est nouveau, on ne peut pas présager de comment il fonctionne, il faut pouvoir le rencontrer. Il y a des jeux relationnels entre les gens, il y a des coalitions, il y a des effets de loyauté, etc. Le quatrième point, c'est d'identifier comment nous participons au fonctionnement du système et quel métasystème on va former. Alors, si à chaque fois que madame vient nous voir pour nous alerter de quelque chose, comment nous on réagit en fait? Comment on va alimenter quelque chose? C'est très important parce que si l'équipe a l'impression finalement d'observer objectivement les choses, elle est en train de nier son influence et donc elle est encore plus éloignée de la possibilité d'aider à infléchir quelque chose d'autre en fait. Donc il faut déjà qu'elle accepte qu'elle est en lien, que peut-être elle répond tout le temps, qu'à chaque appel de madame, tout le monde est en gros délire dans le service, qu'on arrête tout, qu'on court chez elle pour l'aider et que pour une autre famille, avec monsieur par exemple, on répond jamais parce qu'il nous fatigue. Ça, c'est des réponses qu'on donne. Et c'est très intéressant parce que l'équipe fonctionne différemment selon les situations. Elle se trouve toujours des explications, mais en fait, elle est emportée par la problématique de la famille. Donc, il faut qu'elle puisse se rendre compte de ça. Par exemple, on est à fond sur le petit dernier, on parle que de lui, et on a oublié en fait que l'IP, elle porte sur la grande sœur. Et puis, bizarrement, on ne se rend pas compte, mais on n'est même plus au courant de son histoire depuis le temps. Ça, c'est important de pouvoir comprendre comment on est influencé. Se demander où se positionner par la suite pour établir une stratégie de recherche d'information et d'action. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris comment on est emporté par le système, quelles sont ses règles, quelles sont les nôtres, où est-ce qu'on va pouvoir se placer de manière intelligente? Si en fait, à chaque fois que madame m'appelle, toute la cavalerie arrive et que finalement, c'était pas si grave,
Et bien peut-être la première question, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passerait si on arrêtait à chaque fois de répondre? Ça commence à être une logique systémique. On commence non pas à se demander qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne, mais qu'est-ce qui fait si on rentre plus dans ce jeu-là? Peut-être que il va y avoir des reproches, peut-être que madame va nous faire une autre demande, en tout cas, il va émerger quelque chose d'autre. Donc, les symptômes des enfants disent quelque chose. On peut se demander si on fait de la protection de l'enfance, plutôt de la protection de la famille, mais le terme, il n'est pas anodin. On est là pour protéger l'enfant. Donc, ça pose déjà l'ambiance. On protège l'enfant. Les IP partent du constat de l'enfant prioritairement, on prend en charge, on soutient, on évalue l'enfant, quitte à en oublier son contexte assez souvent. Les difficultés ou les symptômes, y compris ceux qui semblent poser de problème à tout le monde, peuvent revêtir une fonction, et ça c'est très important. Donc, il est pertinent de ne pas faire un diagnostic à l'emporte-pièce, de simplement se dire qu'il y a peut-être une utilité aux symptômes, se méfier des diagnostics individuels. Donc, un enfant qui est en coprétique, qui a une phobie scolaire, qui est agressif, on peut l'engueuler. Et puis, je l'ai entendu pendant beaucoup de services. On engueule l'enfant, on lui apprend à être propre. Il est boulimique, on l'envoie chez une nutritionniste. Il se mutile, on va l'envoyer chez un coach ou chez un psy. On ne se demande pas qu'est-ce qui se passe en fait à l'extérieur. Il fait pipi au lit parce qu'il n'est pas propre. Et parfois, il arrive, c'est pas toujours le cas, que le fameux pipi au lit, il soit relié à une histoire que l'équipe n'a pas réussi à s'autoriser à questionner, à savoir qu'il y a eu des abus sexuels à un moment donné, et que ce pipi au lit ne va pas s'arrêter simplement avec une thérapie comportementale en 3 séances. Et qu'à un moment donné, il faut se dire, mais qu'est-ce qui se passe chez cet enfant par rapport à son contexte? D'ailleurs, l'enfant vient au MEX et ça se passe très bien, et tous les week-ends, quand il va chez ses parents, ça finit mal. Alors on pourrait se dire simplement, c'est les parents qui ont un problème. C'est pas vrai non plus. Mais qu'est-ce qui leur arrive et qu'est-ce que nous, on permet en prenant cette place? Ça commence à être une vision plus intéressante. C'est-à-dire qu'on se décentre à un moment donné de ce qui se passe, ce qui pose problème pour l'enfant. La question familiale, elle vient ouvrir, elle vient mettre du sens. Sans ça, on est foutu. En protection de l'enfance, on ne peut pas bosser avec des enfants tout seul. La plupart du temps, ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien. On sait que l'éducation se fait par mimétisme et non par les mots. Donc les enfants vont se mettre à faire un peu ce que fait maman, un peu ce que fait papa, mélange les deux. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'une famille à faire face. Comment ceux-ci peuvent être amenés à 20 kilos de moins et que le couple est au bord de la rupture et que tous les enfants s'engueulent, là, ça commence à nous dire quelque chose qui ne va pas et qu'il va falloir creuser bien au-delà d'une supposée anorexie de l'enfant. Ça ne suffit pas. Il faut pouvoir s'interroger sur les liens entre les différentes personnes dans ce système, les loyautés, notamment dans les séparations. Et ça, on le voit de plus en plus, et parce que je pense qu'on est amené de plus en plus sur ces questions-là. Et c'est pas forcément lui qui a un problème, il est peut-être le reflet de difficultés du couple parental qui est séparé depuis 10 ans, en fait. Et donc, on peut l'interroger, il n'aura rien à dire, il aura peut-être ça pour continuer à voir papa, pour continuer à voir maman, etc., etc. Si vous n'avez pas cette réflexion-là, vous dites simplement que l'enfant est menteur, que l'enfant n'est pas clair, que l'enfant est multiple, et puis c'est tout, en fait. Il faut pouvoir donc avoir une idée de l'histoire, une idée du système. On rencontre une équipe, je leur demande de faire un génogramme, une représentation de la famille. Il y a un père, il y a une mère, il y a un grand-père, il y a des cousins, qui vit dans la maison, le frère il est parti avec quel âge, il ne s'entendait pas avec papa mais depuis quand, il y a un beau-père, il s'appelle comment se passent les sorties. Il faut avoir un minimum d'éléments de réalité. Et puis quand vous avez tout ça, vous pouvez commencer à vous poser encore plus des questions et commencer à avoir une image. Puisque malheureusement, assez souvent, on part des difficultés d'un gosse, puis lui, il n'a pas grand-chose à dire en fait.
Comme en consultation chez le psy, beaucoup d'enfants viennent et puis au bout de 2 séances, ils n'ont plus rien à dire. Ils n'ont rien à dire parce que quand vous leur demandez pourquoi ils cassent des voitures, bah, ils ne vont pas vous expliquer ça pendant 2 heures. En fait. Ils ont cassé les voitures, ils ont cassé les voitures. Ou ils disent que c'est pas eux. Si vous n'avez pas accès à d'autres éléments, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien comprendre, vous ne pouvez rien bouger. Et c'est la même chose en protection d'enfance, et y compris avec 14 professionnels autour du jeune, ils n'en sauront pas plus. Il faut plutôt qu'ils soient amenés à être moins de professionnels et avoir plus de familles, plus de contexte, à trouver cet équilibre. Donc il y a des éléments à comprendre qui sont relationnels et qui sont liés au système, la culpabilité de l'enfant. Il se sent responsable de la séparation de papa et de maman. Ou il se sent responsable parce qu'il pense que s'il avait parlé, sa grande sœur n'aurait pas été abusée, ce qui est peut-être complètement faux. Mais il est tellement pris par cette culpabilité qu'il est amené à avoir des comportements un peu bizarroïdes. Et ils sont bizarroïdes tant que vous n'avez pas l'explication de ce qui s'est passé avant, tout simplement. Il y a des dynamiques également qui sont insidieuses entre les parents et les enfants. On a notamment ce qu'on appelle l'embroglio, qui est un rapport qui est faussement privilégié entre un parent et l'enfant. Le cas typique, c'est papa offre des hamburgers et joue à la console tous les week-ends et dit à son fils qu'il adore depuis qu'il est séparé de maman. Et puis finalement, il va être amené à utiliser indirectement son fils pour ennuyer sa mère. Et donc, si on n'a pas connaissance de tous ces jeux en amont, on ne comprend pas ce que fait le gosse, en fait. Ça n'a aucun sens. Avoir un contexte familial, on comprend donc que ça permet d'éviter de faire des étiquetages sauvages, ça permet d'avoir accès directement au rouage et de pouvoir peut-être les bouger pour qu'en bout de course, l'enfant soit dans une autre position. Mais l'enfant tout seul, vous ne pouvez pas le comprendre. La plupart du temps, vous n'avancez pas. Donc, agressivité, pipioli, attaque de panique, boulimie, fugue, souvent on est amené à vouloir éradiquer le symptôme et ça ne marche pas. Et il faut aller vers une compréhension. Nombre d'équipes sont amenées à envoyer par paquet des jeunes chez le psychiatre. 95% du temps, ça n'avance à rien du tout. Et assez souvent, quand les équipes se mettent à recroire un peu à elles et à défricher l'histoire ou à la découvrir pour la première fois, ils sont amenés à avoir des situations qui changent du tout au tout, en fait. Et à être, entre guillemets, plus efficaces que le psychiatre parce que tout simplement, ils ont accès à plus d'informations et des hypothèses qui sont beaucoup plus fonctionnelles que d'avoir un enfant qui ne parle pas et qui n'a pas grand-chose à dire, en fait, par rapport à ce qui lui arrive. Il y a un exemple assez fameux dans un établissement dans lequel je suis encore, pendant l'épidémie de Covid. Il y a un gosse qui avait du mal à dormir tout le temps. Il dormait mal tout le temps, perpétuellement, c'était son problème. Et puis, pendant l'épidémie, il s'est mis à dormir comme un bébé. Donc les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je leur ai dit, mais c'est un tour de magie. Et en fait, le tour de magie était très simple. Le gosse a expliqué, oui, mais avec notre organisation, je sais que quand je m'endors et que je me réveille, je serai encore là. Alors qu'avant, l'organisation de travail faisait que les éduques ne passaient pas leur journée en service. Là, c'est intéressant parce que le symptôme a disparu. Ils ont été plus forts qu'un psychologue et qu'un psychiatre, en claquant des doigts, sans faire exprès, et ils ont compris ce qui se passait pour le gosse. Donc vous voyez, on peut s'évertuer à filer de la mélatonine, on peut s'évertuer à faire de la DCC pour le sommeil, on peut s'évertuer à fatiguer le gosse, à l'envoyer à la boxe toute la journée, pour qu'il se défoule pour qu'il s'endorme. Et finalement, au fond, il était angoissé, il n'était pas en sécurité, il avait besoin d'un attachement sécurisé à travers social. Et ça, ils l'ont compris par hasard, en fait. Ils ne comprenaient pas quel était ce problème, ils se sont dit, bah, c'est comme ça, il ne dort pas bien, ce gosse. Donc ça nous dit quelque chose à ce moment-là qui est quand même assez extraordinaire, qui n'était pas compliqué, mais qui a demandé simplement un changement de posture. C'est en ça où l'épidémie n'a pas été inintéressante pour beaucoup d'équipes, c'est qu'elles se sont mises à bosser autrement et à constater qu'en bougeant leur décor, les gosses faisaient autre chose. Il y a beaucoup moins de gosses qui ont fugué. C'est bizarre ça, d'un plein établissement. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est intéressant. Et quelque chose qui est important, c'est que souvent on veut savoir jusqu'où l'enfant est en danger. Ça, c'est une question qui m'a beaucoup pris la tête sur le bouquin. Et j'ai eu une réponse que j'ai trouvée assez satisfaisante. Le seuil de danger, ce n'est pas la dysfonctionnalité d'une famille, car en fait, une famille, elle fonctionne mais à sa manière. Mais, c'est important ce point, il y a danger, il y a danger quand les professionnels, l'équipe n'arrivent pas à faire relation et à créer un accompagnement avec la famille. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de lien, en fait. C'est comme ça qu'il faut voir les choses.
Puisqu'en fait, on est souvent amené à chercher des éléments qui nous font croire que ça va mal se passer. Et ça ne suffit pas, en fait. Il y a des familles qui sont sur un plan catastrophique et qui vont aller beaucoup mieux au bout de 6 mois. Et puis d'autres qui ont des petits problèmes et qui n'arriveront pas à bouger. Ce qui va être important, c'est la capacité de l'équipe à se mettre en relation avec une famille et à pouvoir leur faire expérimenter quelque chose d'autre. C'est comme ça qu'on doit voir les choses, de manière dynamique, en termes de mouvement, et pas en termes de photographie de diagnostic. De la même manière, je m'adresse au psy, c'est pas parce que quelqu'un a un score de dépression énorme qu'il va sauter par la fenêtre. Il a un peu plus de chance a priori, mais parfois on a des gens qui codent très peu, et c'est beaucoup plus grave. Eux, ils sont beaucoup plus à risque. Donc, le délire, objectivement, qui voudrait qu'on fasse des listes qui nous montrent que la famille est en grand danger, ça ne suffit pas en fait. C'est sa capacité à pouvoir se mouvoir. Et si l'équipe n'est pas amenée à mettre ça en route, d'une certaine manière, pour je vais bientôt m'arrêter là parce qu'il y aura peut-être des questions. Ça permet d'accompagner différemment une situation qui était alors perçue comme statique. Ça permet de mieux travailler en partenariat avec les autres acteurs et les familles. Ça permet de reposer les responsabilités de chaque acteur. Et ça, c'est toujours un peu confrontant, mais c'est la réalité. De penser la question de la chronicisation des réponses éducatives avant de pointer du doigt la chronicisation des problématiques familiales. Parce que parfois, on se dit, mais en fait, ils font toujours la même chose. Oui, mais regardez-vous, vous proposez la même chose. Donc forcément, en face, ça propose la même chose. Et c'est toujours facile de dire que l'autre n'y arrive pas. L'autre n'est pas créatif. Mais est-ce que nous, on est créatif? Est-ce qu'on ne propose pas toujours les mêmes entretiens inintéressants avec un objectif administratif qu'on nous a pondu? C'est ça, cette question-là. Après, on se dit, bah, les familles sont rodées. Bah oui, mais en fait, vous posez toujours une question. Donc, les familles sont rodées, c'est sûr. Vous ne leur posez pas de questions décalées. Vous n'essayez pas de les rencontrer. Vous voyez? Moi, le premier étonnement que j'avais en institution, c'était d'aller faire une visite à domicile. Et à chaque fois, on me disait, les psys, visite à domicile, on n'en a jamais rencontré. Bah si, allez hop, on monte dans la bagnole, on y va. Et il se passe quelque chose de nouveau, en fait. Ça commence. On commence par un étonnement, plutôt que d'attendre de rencontrer la famille, et puis de faire un entretien aussi basique, et puis de ne pas prendre de nouvelles, par exemple. Donc, pour pouvoir faire émerger une créativité chez les gens, encore faut-il un minimum être amené à se décadrer soi-même, à peut-être sortir j'ai envie de dire, de la caricature dans laquelle on est amené à travailler. L'idée, c'est d'amener une communication différente, notamment par rapport aux juges, parce que souvent j'entends dire oui, mais les juges, ils sont bloqués, ils ne voudront pas, ils font toujours la même chose. Quand une équipe est amenée à observer vraiment différemment une famille, elle est amenée à écrire différemment. Par exemple, en listant toutes les répétitions éducatives depuis des années, les dates, les impasses dans lesquelles on a été. L'objectif pour moi, souvent, des équipes, c'est de les amener à penser la problématique de la famille vraiment pour la première fois, de donner un sens nouveau à l'histoire, d'arrêter d'être dans la continuité des anciens rapports qui n'ont parfois pas mené à grand-chose, afin d'une certaine manière de donner une marge de manœuvre pour le juge. Ce que ça veut dire, c'est que l'équipe vient aider le juge à se positionner parce que l'équipe se positionne mieux elle-même. Ce que ça veut dire, c'est que souvent, on se dit, mais pourquoi la famille bloque? Pourquoi le juge bloque? Et le juge, il se demande pourquoi la famille bloque et pourquoi l'équipe bloque. Et tout le monde tourne rond et tout le monde est bloqué. Donc, dans ce genre de truc, il faut bien à un moment donné proposer une réponse novatrice. Donc, il faut que l'équipe puisse avoir une expertise. Beaucoup d'équipes, finalement, ne veulent plus avoir d'expertise, font simplement ce qu'on leur dit de faire. Nous, on est un foyer, on est là pour les enfants, on fait le petit-déj, on les amène à l'école. De toute façon, on n'a pas de réunion, on n'a pas de retour sur ce qu'on fait. Donc, on accueille les jeunes. Mais ça suffit plus à un moment donné. Ça ne va pas. Donc, moi, mon boulot, souvent, c'est de les amener à se réintéresser à ces histoires, à développer une vraie expertise, à s'autoriser à activer sa propre réflexion. Parce qu'on me dit, mais moi c'est bizarre parce que j'ai lu le père à 3 reprises et j'ai relu le document et j'avais l'impression que ce n'était pas le même père que ce qui était décrit il y a 4 ans dans notre service. Ah, ben c'est intéressant. Peut-être qu'il va falloir en faire quelque chose en fait. Parce que là, il y a une lumière et il va falloir que vous ouvriez la porte. Et donc, ces équipes, elles doivent se mettre à analyser les commandes des autres partenaires afin de se garder de faire, comme on dit, plus de la même chose. Parce que si c'est pour refaire toujours la même chose, ça ne sert à rien. J'avance un peu, il me reste à peu près deux diapos. Pour Guy Oslo,
qui est un psy qui était en France, je crois, après il est en Belgique, en Suisse et maintenant au Québec. Il n'existe pas de famille dysfonctionnelle ou déséquilibrée, mais il y a des familles en fonctionnement et en équilibration. Je vous donne un résumé un peu de sa pensée. Pour lui, toute famille est inscrite dans un processus qui est ponctué d'inévitables crises, des moments où des changements importants sont en train de se produire dans ces moments-là. Donc ça peut être la naissance du premier enfant, départ du petit dernier, etc. Toute famille, pour lui, a les ressources et les compétences pour traverser ces crises, même si dans certaines situations, elle ne sait pas les utiliser, elle ne sait pas qu'elle en a, elle a été empêchée de les utiliser ou s'empêche de les utiliser. Donc vous comprenez que ça va à l'inverse souvent de ce qu'on peut penser, que finalement, comme dirait Guillardi, on a des cas sociaux et donc on va s'occuper de leurs enfants parce qu'ils ne sont pas capables. À partir du moment où on croit que les gens sont vraiment incapables de faire quelque chose, à partir du moment où on ne vient pas chercher ce qui pourrait fonctionner, on ne fait que d'alimenter le problème. Les familles, pour lui, ont les compétences pour effectuer les changements dont elles ont besoin, à condition qu'on leur laisse expérimenter leur autosolution et qu'on active le processus qui les y autorise. Ça suppose pour les familles de chercher leur autosolution plutôt que de suivre les conseils de professionnels. Parce que quand on me donne un conseil, je suis moins amené à me l'approprier. Puis si je suis dans une double contrainte où je n'ai pas le choix, je ne risque pas de le faire, ce que vous me dites. Ça ne va pas me plaire. De pouvoir expérimenter aussi des choses avant de décider. Et ça demande aux familles de s'engager dans l'avenir plutôt que de se pencher sur le passé. Ça, c'est un travail, ça encore, c'est une phrase qui est basique. Mais la plupart du temps, malheureusement, protection de l'enfance, on peut être amené à être des vrais archéologues ou fossoyeurs, à chercher tous les problèmes, à dire oui, mais madame, il y a 10 ans, elle est hospitalisée, elle est alcoolique. Ben ouais, mais là, on est 10 ans après. Apparemment, elle n'a pas touché une goutte d'alcool, elle fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si elle est vraiment foutue, moi, c'est ce que je dis, eh ben, écoutez, vous retirez l'autorité parentale ou vous adoptez l'enfant. Parce que là, on est dans un truc où, en fait, il a 12 ans, il reste 6 ans avant sa majorité, qu'est-ce qu'on fait alors? On le garde en foyer parce que c'est foutu, parce qu'on a déjà condamné la mère. Donc on est bien obligé à un moment donné d'essayer de faire un pari et puis surtout de se dire peut-être que les choses ont changé, puis on va peut-être les retester et puis on va pouvoir en dire quelque chose. Dans certains rapports, en fait, malheureusement, on sent que c'est plus à l'appréciation au doigt mouillé du travailleur social qui est inquiet du devenir de l'enfant et qui finalement n'a pas essayé de retenter quelque chose. On pourrait se dire que c'est l'échec de la famille. Pour moi, c'est l'échec de la profession à vouloir essayer de retenter une expérience pour pouvoir voir si ça marche ou pas. Parfois, on me dit, oui, le père il est agressif, alcoolique, c'était marqué dans les rapports il y a 3 ans. Vous l'avez appelé? Je l'ai appelé une fois, j'ai laissé un message, il n'a pas rappelé. C'était quand? C'était il y a 1 an et demi. Ouais, mais écoutez, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre rapport? C'est-à-dire que vous l'avez appelé il y a 1 an et demi, qu'il n'a pas décroché? Ça suffit pas. Ça se trouve, il a changé de numéro, en fait. Puis ça se trouve, il a peur d'être travailleur social pour X ou Y raison. Peut-être qu'il a une histoire avec sa femme qui a été bien, bien compliquée. Et pour des tas de raisons, il n'est pas présent aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on en dit, en fait? On en dit que légitimement, il doit gratter à notre porte et se battre. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, quels moyens on s'est donné et qu'est-ce qu'on peut en conclure après, en fait? Donc, ça suppose de la part du professionnel d'adopter un regard cinématographique plutôt que photographique. Une famille n'est pas figée, et elle est en mouvement, elle est en créativité permanente. Et si je vous le dis, c'est pas simplement que je vous lis ce que raconte Guillaume Sauce, parce que moi, je l'ai éprouvé, j'y crois et je l'ai vu. Ça suppose de la part du professionnel de composer avec le temps, la durée, de faire preuve d'humilité, d'accepter de ne pas savoir, de ne pas comprendre. Parce que ça, évidemment, la plupart des familles ont l'impression d'avoir des monsieur et madame je sais tout. Elles ont l'impression de ne pas avoir la parole, qu'elles ne sont pas entendues. À un moment donné, si on n'est pas amené à jouer avec notre posture face aux gens, on n'est pas amené à les voir se mettre en route. Ça, c'est clair et net. Il faut pouvoir s'ouvrir à l'imprévisibilité plutôt que de vouloir tout contrôler. Pour conclure, ce que ça veut dire, je vais aller sur 4 questions. Comment faire avancer les familles? Comment faire avancer la protection de l'enfance? Comment en supervision faire avancer une équipe? Et comment faire avancer la famille via la protection de l'enfance? Pour moi, c'est le même processus. C'est essayer de révéler les compétences, observer, expérimenter, au lieu de chercher un pourquoi infini, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi, qui est très angoissant, mais d'essayer de déclencher un comment. Donc, un comment en supervision, c'est, écoutez, on ne comprend rien à cette histoire. Vous avez l'OPP? Non, on n'a pas l'OPP. Vous êtes allé voir le dossier au tribunal? Non, on n'a pas le dossier au tribunal. Quelle est la référente ASE? On ne sait pas encore.
Vous avez prévu une réunion? Ah bah tiens, c'est une bonne idée. Bah, écoutez, faites déjà ça. Rencontrez la famille, rapportez-moi des éléments, faisons un génogramme, essayons de faire une ligne du temps, savoir qu'est-ce qui s'est passé comme événement, essayez de me récolter tout ça. Et puis, vous allez voir que va s'ouvrir des hypothèses dans votre esprit, des éléments dans les rencontres, vous allez apprendre des choses nouvelles, que si vous restez assis sur votre chaise à simplement voir un jeune, l'interroger et relire les notes qui ont été faites depuis 10 ans, finalement, on participe à cette chronicisation. Donc, tout l'objectif du bouquin est finalement d'essayer déjà de donner des principes de systémie que je n'ai pas voulu détailler aujourd'hui pour pas trop endormir les gens, mais c'est de pouvoir donner des leviers pour pouvoir aller chercher des informations, pour pouvoir amener à mettre en route les familles, et ça passe nécessairement par soi. Et c'est vrai qu'on a du mal à faire des révolutions assis sur son canapé. Donc, j'espère que le bouquin il donnera une impulsion, il donnera l'envie un petit peu de fonctionner. Des retours que j'ai eus, psychologues, chefs de service et directeurs, ils ont été bons. Et j'espère que finalement, il ne faut pas s'attendre à une recette miracle. Je pense que quand on s'intéresse aux gens et qu'on essaie d'avoir une approche un peu nouvelle, eux sont amenés à nous donner des informations nouvelles et sont amenés à fonctionner autrement. Donc, comme un bouquin de thérapie, on ne pourra pas y trouver simplement une liste de trucs et astuces. J'espère que les choses n'ont pas été trop denses, peut-être. Peut-être qu'il y aura des questions. Je vais laisser un peu peut-être la parole à, comme on dit, à la patronne. Ouais. Madame Alexandra? Non, c'est pas madame. Alors, c'est un petit peu tendu. Ça a commencé très fort. Je dis tout. Ah, peut-être s'il y a des questions. Alors, il y a eu des commentaires. La première question, c'était comment rencontrer la famille lorsque l'enfant n'a que des VM avec les parents pris dans une enquête pénale? L'ASE est dans la protection à tout craint dans ce cas-là. Oui, les visites médiatisées. Je pense que déjà, il y a une recherche à faire du côté du professionnel qui, déjà, avant de vouloir rencontrer la famille, peut t'amener à avoir des informations, aller voir au niveau de l'ASE, les dossiers, etc. Après, se pose la question, est-ce qu'on peut être amené à appeler les parents ou pas? C'est une vraie question. Et parfois, finalement, les gens se disent, on n'a pas le droit de mettre les pieds dedans. C'est pour ça que je rappelais qu'il y avait la possibilité. Il y a beaucoup, par exemple, pour être très clair, quand je rencontre une mec, c'est qu'au bout de la troisième supervision, on me dit, mais monsieur Bachelard, on a le droit d'appeler les parents? Bon, voilà, ça donne l'ampleur du truc. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que ça bouge? Non. Activez le son là. Voilà. La caméra elle est là. Hop. Tac. Bon, ok, attention, ça revient. On entend mais pas d'image. Alors. C'est bon pour l'image? Apparemment, c'est bon. Alors, ensuite. Donc, quelqu'un a proposé s'autoriser des temps avec les parents
les faire participer lors des visites médicalisées, coiffeurs, rendez-vous médicaux. Oui, parce que c'est une bonne chose, parce que la question elle est importante. Parfois, sans s'en rendre compte, on écarte finalement la famille et on prend toutes les responsabilités. Et parfois, on trouve qu'on est un peu harcelé par les parents qui n'arrêtent pas d'appeler, alors qu'ils sont simplement inquiets, ils aimeraient participer. Puis à d'autres moments, on se dit, ils s'en foutent complètement, ils ont délaissé l'enfant. Mais en même temps, on leur a envoyé le signal que c'était nous qui gérons, professionnels, et ils se sentent exclus. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je trouve qu'à partir du moment où on informe le plus possible le parent, c'est une bonne chose. Vous voyez, c'est quand même une façon de les responsabiliser et de leur faire comprendre qu'on ne leur a pas piqué la place pour toujours. Mais ça en dit long aussi sur le fonctionnement d'une équipe. Vous voyez, il y a des familles qui ne savent plus trop où sont leurs gosses. Alors, vous pourrez me dire ça les arrange plus ou moins peut-être. Il y a des familles qui ne savent plus. Et puis, il y a des équipes qui ne savent plus où sont les familles. Donc, on est pris dans ce problème-là. Donc, oui, plus on peut faire participer, plus ça peut être une bonne chose. Mais après, c'est toujours au cas par cas, en fait. Parce que si on est là pour ajouter du contrôle par une famille qui est hyper contrôlante, c'est pas mieux non plus. Quelqu'un propose des ateliers mis en place sur les structures avec possibilité de médiatiser avec l'ASE ou pas. Oui. Ok. Donc, quelqu'un d'autre a dit de bonnes pistes de travail avec les équipes, car en effet, on travaille trop dans l'urgence en cherchant des solutions urgentes. Et ça, c'est souvent l'excitation de l'établissement, de l'institution qui fonctionne comme ça. Et parfois, on attend du superviseur qu'il puisse mettre un peu de calme. En même temps, ce n'est pas complètement son rôle. Il n'y a pas que lui qui peut être là pour refroidir la machine. Après, il y a des questions concrètes sur comment ça fonctionne. C'est-à-dire que si le chef de service reçoit un dossier, l'évalue, a la possibilité d'accepter ou de refuser. On peut en parler par la suite. Est-ce que ça répond aux critères de l'équipe? Mais il y a des endroits où en fait on n'a pas le dossier, on n'a pas le choix. Parfois, c'est une commande en urgence du juge qu'on ne peut pas refuser, etc. Donc tout ça, ça vient influencer notre façon de bosser. C'est tout. Quelqu'un demande concrètement comment accéder à ce dont vous parlez, cette approche nouvelle de la famille, vision nouvelle. Alors, c'est une vision qui a bien 50 ans, un demi-siècle. Mais c'est intéressant comme question parce qu'en France, on ne fonctionne pas comme ça. Au Québec, on fonctionne comme ça, par exemple. On fonctionne clairement comme ça parce qu'on n'a pas le choix de fonctionner autrement que comme ça. Donc, comment? Il y a des formations, il y a ce bouquin, il y a quelques ouvrages qui sont adaptés et puis qui permettent de donner des éléments. Mais c'est une façon de bosser. Par exemple, quand je fais de la supervision avec cette approche systémique, je sais que pour certains établissements, ça va être un vrai changement de pratique. Et donc, j'ai des équipes qui me disent au bout de 6 mois, écoutez, monsieur Bachelard, on se surprend à penser aux parents, on les appelle, on les fait venir. Il y a des mecs où finalement les familles n'entrent jamais, en fait. Donc, c'est toute une façon de bosser, toute une idéologie là, qui est en train d'être modifiée. Et moi, j'appelle ça une modification de la culture d'entreprise, carrément. Alors, ça fait les capitalistes, ça ne fait pas bien. Mais c'est une culture d'entreprise, en fait. Si les parents n'existent pas, si on ne les appelle jamais, si on ne les informe jamais de rien, déjà, on est dans le sens inverse. Donc, il faut aussi que les équipes prennent le temps de pouvoir affronter les familles parce qu'elles en ont peur, de savoir comment les aborder, parce qu'elles ont peur d'être envahies par les familles, elles ont peur d'être jugées par les familles, elles ont peur de ne pas savoir tenir un entretien, elles ont peur d'avoir des informations dont elles ne sauront pas quoi faire. Donc, il faut un temps d'appréhension minimum. Et ce que je trouve intéressant dans les supervisions, c'est qu'en poussant les équipes à faire des choses qu'elles ne font pas d'habitude, tout en respectant le cadre de la loi, elles reviennent en me disant « mais c'est extraordinaire parce que monsieur Bachelard, vous nous aviez dit ça, vous êtes complètement planté, mais on est allé chercher l'info et on a trouvé autre chose et en fait, on a mieux compris la situation qui est en train de bouger. » Et je me dis « voilà, il se passe quelque chose. Vous êtes plus simplement écrasé par la situation, vous êtes allé chercher d'autres infos, vous avez tenté quelque chose d'autre. » En protection de l'enfance, c'est un endroit où ça se chronicise par excellence. Si les travailleurs sociaux pètent les plombs par paquet, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'elles sont amenées à se retrouver dans ce système-là et face à des familles en difficulté complètement écrasées, bloquées. Donc, une des premières choses, la plupart du temps, c'est de savoir comment elles bossent et puis peut-être de les autoriser à céder elles-mêmes un minimum. Parce que quand on me dit « Ah, c'est vrai, vous savez, depuis que vous êtes venu, le chef de service nous enquiquine pour aller au tribunal, pour aller voir les dossiers, et qu'est-ce qu'on en apprend comme information ?» Heureusement, parce qu'avant, je ne sais pas comment on faisait pour bosser sans ça. Voilà.
Donc, le problème, c'est que ça fait entonnoir. Dans certaines équipes, on ne peut plus penser, on ne fait plus rien, on ne réfléchit plus ensemble, on est dans des automatismes. Et donc, dans ces moments-là, les équipes se mettent à ramener des nounours en chocolat, des bonbons, à déprimer sur des réunions qui durent 5 heures, on ne sait plus ce qu'on fout là. Et tous les travailleurs sociaux s'écrivent le soir sur WhatsApp pendant des heures et on s'envoie les recherches d'emploi pour pouvoir partir de l'établissement parce qu'on n'en peut plus. Donc, c'est ça le créneau inverse. Il faut pouvoir remonter cette pente-là. C'est des symptômes qu'on va retrouver dans une équipe, en fait. On se demande ce qu'on fait là, etc. etc. Donc, quelqu'un dit, on peut voir les parents hors présence des enfants si les droits sont restreints, par exemple. C'est-à-dire, je vais relire la question. On peut voir les parents hors présence des enfants si les droits sont restreints. On peut voir les parents sans les enfants de toute façon d'une manière générale. Pourquoi on ne pourrait pas les voir? Mais alors là, il n'y a pas de réponse toute faite. Mais quel est l'intérêt de voir les parents sans les enfants? Parfois, c'est important. Il y a des choses que les parents n'ont peut-être pas exprimées devant les enfants. Par exemple, il y a un conflit entre le père et la mère. Si on met l'enfant au milieu, peut-être qu'on va rejouer un gros problème dans l'entretien. C'est peut-être pas la peine qu'ils voient les deux s'engueuler. Peut-être que ce serait intéressant que les deux puissent se réunir, même s'ils ne peuvent pas se piffrer, mais parce qu'on a une ordonnance d'un juge et qu'on est là pour la protection de leur enfant. Vous voyez, là, à ce moment-là, ça peut être intéressant de ne pas forcément avoir l'enfant tout le temps en présence. Mais la question de on reçoit qui et comment on fait, ça va dépendre de votre objectif de travail, des hypothèses que vous avez, de la problématique que vous avez. Et ça, c'est au cas par cas. Il y a des situations qui sont expliquées dans le bouquin de cette manière-là. Mais on ne peut pas avoir un guide tout prêt, en fait, en disant il faut voir les parents comme ci, il faut voir les parents comme ça. D'accord, merci. Alors, comment faire si les parents n'acceptent pas le placement pour travailler avec eux? Ça veut dire quoi, ils n'acceptent pas le placement? Ça, c'est une grande question. C'est-à-dire qu'ils sont souvent, la plupart du temps, pas en accord. Donc après, ça va être d'être un petit peu ingénieux pour pouvoir les rencontrer. Moi, je vais vous dire comment ça se passait dans un établissement où je travaillais. J'aime bien à chaque fois les balancer, mais je n'aimerais pas. En fait, c'était une mesure judiciaire d'investigation éducative et ils recevaient peu de familles. C'est-à-dire qu'ils ont une IP, une information préoccupante, et pendant 6 mois, ils doivent rencontrer une famille et puis dire un peu ce qu'ils ont capté de ce qui se passe. Il y a danger, il n'y a pas danger, on continue ou pas. Et donc, il y avait peu de familles qui venaient. Et pourquoi ils venaient? Pourquoi ne venaient pas les familles avec son... Tout simplement parce qu'on leur envoyait une convocation écrite avec rendez-vous dans le service, monsieur et madame Untel, à telle heure. Donc, les gens ne viennent pas. Une façon de les mobiliser, c'est de les appeler et de leur expliquer et de se présenter et de leur dire qu'entre guillemets, il n'y a pas trop le choix, que c'est dans leur intérêt, que c'est pour écouter ce qu'ils ont à dire, que si madame et monsieur ne sont pas d'accord, on peut les recevoir séparément, il n'y a pas de problème. Et que ce qui va compter, c'est de trouver un créneau qui les convient un minimum et qu'on peut leur proposer. Quand vous faites ça, et d'un seul coup, les familles viennent. Si vous commencez à être rigide, autoritaire et à envoyer une convocation, les gens ne se pointent pas. Parce qu'ils se disent déjà qu'on a fait une IP injuste, j'aime pas les travailleurs sociaux, je veux pas avoir de psy, et en plus on m'envoie une convocation, parfois en plus on me l'envoie au boulot et c'est mon collègue qui l'a ouvert, je ne sais pas pourquoi, etc. Donc il faut pouvoir déconstruire ce truc-là. Donc je ne sais pas comment on peut apprendre à être humain, mais déjà en comprenant que notre système, parfois, il n'est pas très avenant non plus, en fait, tout simplement. Merci. Alors, on va faire les dernières questions. Il nous reste à peu près 5 minutes. Cette approche, non, est-ce que vous avez la possibilité, vous, d'intervenir en foyer d'urgence? Ça veut dire quoi d'intervenir? S'il y a le feu? J'ai travaillé en service d'accueil d'urgence. Alors, ça veut dire quoi la question? Faire des supervisions, oui. Il y a des supervisions qui se font. Si c'est ça la question, je ne sais pas. D'intervenir. Vous comprenez quoi? Ponctuellement. Ponctuellement. C'est toujours la question à tisser, c'est-à-dire que quand on me propose quelque chose, la plupart du temps, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est simplement là pour tamponner l'urgence 2 minutes? Est-ce qu'on est prêt à remettre en question un peu le fonctionnement? Moi, par exemple, quand je fais une supervision, il y a forcément un chef de service, parce que ça a du sens en systémie de se dire qu'il faut qu'on ait tout le monde, tous les gens qui sont autour de notre situation, quelle que soit leur fiche de poste et leur salaire sur un compte bancaire, on s'en fiche. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous au même niveau, mais ça veut dire que le chef de service va être amené à faire des choses que le travailleur social ne peut pas faire. Il va être amené à avoir des informations que le psychologue n'a pas et qu'on va mutualiser ces informations-là. Donc, ça, c'est toujours à tricoter, en fait. C'est toujours à tricoter. D'accord.
Cette approche peut-elle être mise en place sur un court accueil? Oui. Très bien. Vous avez dit, il me semble, quand on a participé à l'évaluation, on participe à la stigmatisation. Est-ce que vous pouvez préciser? C'est-à-dire que dans le système d'IP, on part du principe que quelqu'un a dit que ça n'allait pas, et donc on convoque des gens, et ils n'ont pas le choix, et on les fait venir. Et malheureusement, la plupart du temps, en protection de l'enfance, de l'expérience que j'ai, de tous les collègues que j'ai autour de moi, on est plutôt amené non pas à valoriser ce qui a fonctionné, mais on est là pour mesurer les engueulades, les divorces, les consommations d'alcool, les rendez-vous chez le psy du gosse en CMP. On est amené à évaluer l'étendue des dégâts. La plupart du temps, c'est comme ça. Et alors qu'on devrait être dans une tension où on se dit, bon, il y a des difficultés, mais on va être amené à accompagner. C'est le système qui est comme ça, en fait, la plupart du temps. Vous avez un service qui est là pour évaluer la dangerosité, la judiciarisation ou non, donc on est dans un truc très grave. Vous avez un foyer où on va mettre un enfant en attendant, et puis voilà. C'est comme si finalement il fallait faire un service qui s'occupe d'accompagner la parentalité et de faire en sorte qu'on sorte de la protection de l'enfance. Il faudrait faire un service de sortie de protection de l'enfance. Vous voyez, parce que finalement, ce n'est pas pensé comme ça. Et en même temps, si personne ne pense comme ça, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on garde les clients jusqu'au bout, quoi. Merci. Alors, dernière question pour ce soir et pour cette année. Alors, il y a quelqu'un qui intervient encore. Alors, est-ce que ces difficultés au sein des équipes et de liens avec les familles pourraient aussi venir d'une insécurité systémique, à savoir que des budgets sont coupés chaque année et qu'il s'agit d'un secteur délaissé? Aussi, comment aider chaque intervenant à travailler avec ces difficiles projections? C'est une problématique pour tout le monde, également pour le superviseur. Quand il sait pas, quand par exemple on me dit, écoutez, parce que souvent moi, les dates se font de septembre à juin, et on me dit, nous on peut voir avec vous de septembre à décembre parce que les budgets, après on ne sait pas s'ils continuent. Forcément, on est dans une forme d'insécurité, c'est clair et net, ça fait partie du problème. Après, il y a des choses qui peuvent être temporisées. Il y a aussi parfois au niveau de la direction des décisions à prendre pour pouvoir pérenniser certaines choses. Mais quand dans un département, à un moment donné, les mineurs non accompagnés, c'est plus à la mode et il n'y a plus d'argent pour ça, il va bien falloir fermer le service tout doucement, quoi. Alors c'est malheureux, mais là, toute la question, notamment pour un service que je connais qui a fermé, c'est comment on va fermer proprement les choses, comment on va amener ces jeunes à un moment donné à ne pas leur dire ciao, bonne journée, au revoir, et comment on va pouvoir aussi accompagner l'équipe dans son devenir. Parce qu'on ne sait pas ce que va devenir le jeune, c'est une chose, on essaie de l'accompagner, mais le salarié, en face, il ne sait même pas ce qu'il va devenir non plus, il ne sait pas dans quelle équipe il va être, etc. Donc ça, c'est des insécurités qui viennent potentialiser la problématique du jeune. Parce que si le jeune vient me voir, il ne sait pas ce qu'il devient demain, moi je ne sais pas trop, et puis en plus, je ne sais même pas non plus ce que je vais devenir dans ma propre institution, ça commence à devenir compliqué en fait. Comment vous voulez sécuriser quelqu'un si vous êtes angoissé, ça devient lourd. Donc c'est pour ça que moi, dans ma vision de la supervision, à un moment donné, il faut adresser des problématiques concrètes en fait. Il faut adresser des problématiques concrètes et tout n'est pas une histoire de psychologie entre guillemets. Si y a un intérimaire, on ne sait pas s'il reste, c'est compliqué, etc., etc. Il y a des enjeux relationnels, on s'attache. Vous voyez, c'est comme le fameux l'enfant s'attache trop à sa famille d'accueil, il s'attache trop, donc on le retient. Ça ne veut rien dire non plus. Ça fait partie des explications qu'on peut se donner quand il commence à se passer quelque chose. Donc forcément, on est face à des enfants qui ont probablement été dans des multiples insécurités et le minimum qu'on doit pouvoir leur offrir, c'est un minimum de sécurité. Maintenant, c'est sûr que si les pouvoirs publics ou les politiques départementales partent dans tous les sens, on est obligé soit d'avoir un directeur qui dit la vérité, soit on a un directeur qui finalement dit c'est comme ça, c'est pas autrement, et en même temps, voilà. Soit il ment, soit il dit la vérité. S'il ment, c'est encore pire. Il ne va pas commencer à dire vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Vous voyez. Donc évidemment qu'on est dépendant de ce truc-là. Mais c'est la même problématique dans un hôpital. Hein. Quand on vous dit qu'on ferme des services, on ferme des services. C'est clair. Allez, une petite dernière pour la route. Marie-Lise nous dit « Un enfant placé qui est en attente de sens, symptômes, sur un secret et les parents ne sont pas d'accord pour révéler tandis qu'il est dans le dossier et qu'ils sont mis en examen. » J'essaie de trouver un sens au sens de sa question.
Donc, on est sur... Non, mais c'est drôle parce que finalement, on sent que ça titille, mais elle ne va pas tout expliquer. En plus, c'est par écrit, donc c'est encore plus compliqué. Et en plus, elle nous parle d'un enfant dont elle aimerait lui dire un truc, mais elle ne peut pas lui dire non plus parce que c'est dans le dossier et c'est lié aux parents avec une mise en examen. C'est ça? Oui. Alexandra confirme, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on doit dire par rapport à ça? Je pense qu'il faut pouvoir garder un cadre propre, c'est-à-dire qu'il y a des informations qu'on n'a pas à transmettre aux jeunes, mais peut-être que si lui il se pose des questions, peut-être en faire quelque chose avec lui, plutôt que d'éviter en fait et de dire qu'il n'y en a pas de problème. Il y a beaucoup de jeunes, notamment, je fais une analogie, dans la question des abus sexuels, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas vous balancer tout comme ça. Mais par contre, si vous amorcez un peu la question, eh bien, ils sentent que vous êtes suffisamment prêt à pouvoir recevoir les interrogations ou les choses délicates. Donc, je crois que le professionnel a à faire cet effort-là d'ouvrir quelque chose. Voilà. Donc, peut-être qu'on ne peut pas en parler parce que je pense que la posture éducative est certainement pas de dire il y a quelque chose dans le dossier, mais je ne peux pas te le dire. Mais si le jeune est en train de se poser des questions, peut-être de l'amener à s'interroger là-dessus et puis dire écoute, il y a des informations, mais moi, je ne peux pas te les donner en fait. Voilà. Mais c'est déjà une information que de savoir que ça l'intéresse. Peut-être que c'est une difficulté pour le professionnel et que le jeune s'en fout, en fait. Mais le problème du secret, c'est qu'une fois qu'on l'a, on est soumis à une certaine contamination et en même temps qu'on aimerait le dire, il faut qu'on le garde, qu'on l'incarne, qu'on le porte, mais surtout qu'on ne le nomme jamais. Donc on peut être pris dans une forme de culpabilité. Mais je crois qu'il faut aussi se dire que parfois le système il est fait comme ça et qu'on n'a pas forcément à faire justice. Et mais de relever auprès des professionnels, qu'est-ce qu'on fait avec cette information qui pose problème pour le jeune? S'il n'est pas en danger imminent, je pense que ça doit devenir un objet de travail. Mais bon, tout ça, ça doit être décortiqué, vous voyez, ça doit être décortiqué dans une situation qu'on va analyser, dont on va prendre au moins 1 heure en supervision, parce que là, il n'y a pas de trucs et astuces à donner, quoi. Ce sera pour votre prochaine supervision, qui aura lieu la semaine prochaine, il faut en parler au superviseur. Il faut dire, on ne m'a pas répondu jusqu'au bout, et puis vous expliquerez la situation, et puis j'espère que la personne vous donnera des éléments. Parce que ce n'est pas pour rien qu'elle se pose cette question-là, cette personne, par rapport à cette situation, en fait. Une problématique de secret qui met en difficulté l'équipe, en fait. Et on fait l'hypothèse que ça dérange le jeune. Faut-il la vérifier, ça n'est pas sûr. Ah, je vois quelqu'un qui marque « Je suis psy », 3 petits points. Je suis désolé. Moi aussi. Mais je pense que psy ou éducateur ou quoi que ce soit, il y a toujours un intérêt à la supervision parce que, comme je le pense, à un moment donné, on a le nez dans le guidon, on est pris dans des habitudes, dans des automatismes institutionnels. Les psys aussi ont une difficulté qui est une facilité, c'est que la plupart du temps, ils sont à temps partiel. Donc, ils rentrent chez eux, ils font leur autre mi-temps ailleurs et donc ils reviennent. Quand on a un travailleur social qui est là le jour, qui est là la nuit, qui est là depuis 10 ans, du lundi au dimanche, qui est suspendu au téléphone tout le temps, lui, il peut un peu moins prendre de recul. Donc, pour le psy, par sa quantité de travail, il est un peu plus à même de reculer, mais je pense qu'on n'est jamais à l'abri en fait, d'un besoin à un moment donné de prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire. La preuve, moi, je continue à avoir une supervision ou besoin de temps en temps sur des suivis familiaux parce que je ne sais plus où je patauge, en fait. Je ne sais plus dans mes stratégies où je vais, j'ai des informations contradictoires, je ne sais plus si ce que je fais est bon pour moi ou bon pour l'autre, si ça a un sens thérapeutique, etc. Bon, voilà. Merci beaucoup. Allez, merci pour votre attention. Voilà. Merci à vous. Merci à tous. Passez une très bonne soirée. Merci pour votre participation et vos questions. Merci, merci, merci. Merci, bonsoir. Et on vous dit à l'année prochaine, en septembre, pour un nouveau cycle de conférences avec le Centre de thérapie intégrative.